Merci à celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre. J'ai démarré, vous l'avez certainement vu par une petite notification, l'enregistrement de cette réunion. Ainsi que sa retranscription. Madame la maire, si vous souhaitez introduire ce webinaire sur Bien sûr, végétaliser l'assiette des enfants dans le bien sûr, 10e. avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous ayez pris du temps pour échanger avec nous sur ce sujet qui nous tient à cœur. Euh, je suis là avec les responsables de la Caisse des écoles, c'est-à-dire la structure qui, pour la mairie du 10e, organise la restauration scolaire et donc qui notamment organise le contenu de l'assiette de vos enfants. Euh, vous avez dû le constater, ou j'espère en tout cas, et, par la diversité des menus, par peut-être les retours que vous font vos enfants, que nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir proposer à chacune et à chacun des repas de qualité tous les jours. D'ailleurs, on a un taux de fréquentation de la restauration scolaire qui est très élevé dans le 10e. C'est lié évidemment à vos modes de vie et à vos besoins, mais aussi, je l'espère, à une adhésion à notre politique qui s'inscrit dans le plan d'alimentation durable de la ville de Paris, hein, qui en gros est une sorte de feuille de route collective que nous avons adoptée, les élus parisiens, pour permettre une alimentation plus saine et plus respectueuse de la planète dans notamment l'ensemble des secteurs sur lesquels on a la main, c'est-à-dire la restauration collective pour les enfants et aussi plusieurs endroits de restauration collective pour adultes que nous gérons. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en œuvre ce plan d'alimentation durable? C'est évidemment choisir avec la rédaction de nos appels d'offres des fournisseurs qui nous fournissent des choses, des denrées bio, durables au maximum. Aujourd'hui, on est sous contrôle de Virginie Belin à plus de 80% de bio et durable dans l'assiette de vos enfants. Nous avons également, et vous le savez, choisi de conserver dans le 10e un système de préparation sur place qui permet que les enfants mangent qui a été préparé dans l'école ou juste dans l'école d'à côté, donc il n'y ait pas de question de liaison froide qui fait perdre beaucoup le goût. Donc nous avons des cuisiniers et cuisinières expérimentés, régulièrement formés, qui préparent ces repas. Pour le sujet de la végétalisation, qui est celui qui nous importe aujourd'hui, la végétalisation des assiettes. Qu'est-ce que ça veut dire et quel chemin avons-nous pris? Donc, depuis 2020 déjà, nous avions instauré 2 repas végétariens par semaine, toutes les semaines, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un travail spécifique de formation de nos cuisiniers et cuisinières pour apprendre de nouvelles recettes et changer de paradigme. Vous le savez, petit à petit, il s'agissait de sortir du dogme, on fait une viande et puis on met des choses avec, mais plutôt de construire des repas qui soient équilibrés, qui fournissent l'ensemble des éléments dont les enfants ont besoin pour grandir, pour se sentir bien toute la journée, pour étudier dans de bonnes conditions, mais en faisant donc petit à petit diminuer la part carnée. En 2023, nous avons commencé à expérimenter l'alternative végétarienne dans plusieurs écoles, dans des collèges aussi, qui consiste tout simplement à, quand il y a de la viande, à proposer une alternative aux enfants
Et nous nous proposons de l'étendre après les vacances d'automne à l'ensemble des écoles élémentaires et maternelles cette année. C'est pourquoi d'ailleurs on avait envie d'avoir ce petit échange avec vous. Les raisons de cette décision, vous vous en doutez, mais je vous le redis, c'est évidemment pour faire baisser la part carnée et baisser notre empreinte carbone. C'est certainement, enfin c'est à coup sûr, on le sait, c'est documenté, une des un des éléments sur lequel on a un levier important, puisque c'est la restauration collective est une grande consommatrice de carbone, notamment évidemment par l'énergie qu'on utilise, mais aussi par les denrées et par la part carnée qui est encore présente. C'est aussi pouvoir développer encore davantage le bio et le durable dans les assiettes. C'est évidemment prendre un soin important à faire évoluer les recettes et à faire évoluer par l'apprentissage le goût des enfants. Ça permet également, dans un échange avec les enfants et avec vous, de ensemble continuer à progresser et à être des citoyens conscients et responsables de notre empreinte carbone. Ça nous permet de réfléchir et de travailler à l'éducation des enfants sur ce sujet dès le plus jeune âge, leur permettre de choisir à un moment donné aussi, de prendre une option sans évidemment les y contraindre ni exercer sur eux la moindre pression. C'est intéressant d'accompagner aussi les enfants dans la compréhension de ce qu'ils mangent, dans la composition de leur repas. Donc, on fait tout ce travail qui est aussi un travail éducatif important. On en est très fiers de l'ensemble de ces investissements qui ont été faits sur la restauration scolaire, mais je le constate en allant régulièrement déjeuner avec des parents d'élèves dans les cantines du 10e arrondissement, vous êtes finalement assez peu nombreux à connaître notre travail, à connaître la démarche. Ça m'intéressait pour le coup de pouvoir la populariser un peu davantage. La plupart d'entre vous, je pense, avaient confiance, mais aussi que vous puissiez voir et mesurer les efforts qui sont faits. Et peut-être, dans un certain nombre de cas, venir goûter ce qui se prépare dans la cantine de vos enfants pour oublier nos collectifs mauvais souvenirs de la cantine, nos mauvais souvenirs d'adultes, et voir qu'aujourd'hui, on peut vraiment organiser une restauration collective, des moments de repas qui sont des moments à la fois conviviaux, agréables, des moments de détente, mais aussi des moments où tout simplement on mange bien. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je ne sais pas qui prend le relais derrière moi pour poursuivre ces échanges. Mais je voudrais remercier l'ensemble des équipes de la Caisse des écoles du travail qui font. Donc, elles vont se présenter, celles qui sont ici. Également, remercier Éric Algrin qui doit être par là ou qui vous rejoindra, mon premier adjoint qui s'occupe de l'ensemble des questions liées à l'éducation et qui bien souvent préside le conseil d'administration de la Caisse des écoles et qui a participé à ces évolutions très positives récemment. Voilà, je repasse la parole et je vous remercie de votre attention. Merci Madame la maire pour ce propos introductif. Donc je vais reprendre la parole. Donc bonjour Mesdames et Messieurs, je suis Virginie Belin, la directrice de la Caisse des écoles du 10e. J'ai pris mes fonctions en juin 2025. Je souhaite vous informer que ce webinaire aura lieu en deux temps. Un premier temps qui sera consacré aux interventions de Muriel Bagné-Coutins de la division alimentation durable, qui nous présentera les enjeux du plan d'alimentation durable dont vient de parler Madame la maire. Ensuite, Laure Sapmaz du service de la restauration scolaire de la ville de Bari abordera, elle, le cadre des repas végétariens en restauration scolaire. Et ensuite, Christelle Soriano, qui est juste à côté de moi en charge du développement durable, et moi-même, nous reviendrons sur le retour d'expérience de l'alternative végétarienne dans le 10e arrondissement.
Comme je vous le disais tout à l'heure, mais d'autres personnes nous ont rejoints entre-temps. Nous avons coupé les micros, mais vous pouvez bien évidemment poser vos questions au fur et à mesure des présentations. Je vous conseille plutôt d'attendre la fin des présentations parce qu'on répondra peut-être à vos questions. Et sans plus attendre, je remercie Muriel Vanier-Coutins d'ouvrir son micro. Et c'est à vous, Muriel. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors déjà, je voulais vous dire, je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour accompagner la Caisse du 10e et pour vous présenter le plan d'alimentation durable. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis chef de projet depuis 2023 à la ville de Paris et je suis en charge du plan d'alimentation durable de la restauration collective parisienne. Et donc, entre autres missions, donc, je travaille à la division alimentation durable qui épaule, entre autres, les caisses des écoles dans leur transition alimentaire. Donc moi, pour ma part, ce soir, et avant d'entrer dans le vif du sujet de la végétalisation, je vais vous présenter le contexte et les enjeux de l'alimentation durable à Paris et ensuite je vous proposerai d'évoquer pourquoi la végétalisation des repas est une démarche essentielle à la fois pour préserver le climat, la biodiversité et puis pour mieux respecter le bien-être animal. Alors, la politique alimentaire durable parisienne, elle a vraiment débuté en 2001, donc ça fait déjà presque 25 ans que cette politique se déploie. Elle a commencé donc dès 2001 dans les crèches avec la fourniture de produits bio dans un contexte global de crise de la vache folle. Et elle s'est structurée au fil des années pour intégrer dès 2007 les enjeux climatiques, sociaux et de santé publique. Alors en 2007, c'était une date charnière puisque la ville s'est dotée de son premier plan climat et l'alimentation a vraiment été reconnue à ce moment-là comme un levier fort de réduction des gaz à effet de serre. Et ensuite, de 2009 à 2014, cette stratégie alimentaire s'est élargie à toute la restauration collective, d'abord sur toute la partie des écoles, et ensuite en 2014 à tous les convives, que ce soit ceux des EHPAD ou même la restauration du personnel. Et elle est sortie, si vous voulez, de cette alimentation bio et elle est vraiment allée s'étendre à vraiment tous les enjeux de l'alimentation durable au-delà du bio. Et en 2022, un nouveau plan a été voté. Il a été le fruit d'une large concertation, notamment citoyenne. Euh, et donc, ce qui est important de dire aussi, c'est que ce plan alimentaire durable a été vraiment voté à l'unanimité. Donc Virginie, euh, avant de parler de la végétalisation de l'assiette, moi je vous propose de repartir de la notion d'alimentation durable. Donc pour la ville de Paris, qu'est-ce qu'une alimentation durable? Ben, c'est une alimentation qui fait du bien, d'abord à celles et ceux qui produisent, en garantissant une rémunération juste, un emploi local autant que possible. C'est une alimentation qui fait du bien aussi à ceux qui la consomment en étant accessible, en étant saine, c'est très important, et aussi savoureuse. Et puis du bien-être à notre environnement, en réduisant les intrants chimiques, que ce soit des pesticides ou des engrais. C'est une alimentation qui va préserver les ressources naturelles, qui va limiter les effets des gaz à effet de serre et qui va prendre aussi en compte le bien-être animal. Donc en somme, c'est une alimentation qui respecte tout le vivant, que ce soit les humains ou les non-humains. Donc cette vision, Paris l'a traduite dans sa politique publique et notamment dans son PAD. Alors la restauration collective parisienne, il s'agit de 30 millions de repas servis chaque année, ce qui est vraiment très important. Et c'est vraiment ce qui rend cette politique puissante. On est un des plus gros acheteurs de denrées alimentaires à l'échelle nationale et euh, a priori le plus gros acheteur de produits bio. Donc, vous voyez, elle concerne bien évidemment la restauration scolaire, qui représente les trois quarts des repas, mais pas que. On a aussi des crèches, on a aussi des EHPAD, des restaurants solidaires pour les personnes en situation de précarité. En termes de durabilité, en 2024, toute cette restauration collective, donc dans son ensemble, elle représentait 60% de repas durables, donc 45% en bio. Donc, vous voyez que même à la caisse du 10, vous êtes déjà au-dessus de cette moyenne.
Et donc, c'est des chiffres qui sont extrêmement bons, hein, qui traduisent une vraie dynamique depuis 2001 en termes d'alimentation durable. Et donc, cette alimentation durable, elle est portée par un plan qui est structurant avec des objectifs très concrets. Donc, ce plan alimentation durable, c'est vraiment notre feuille de route à toutes et tous, hein. Il est structuré autour de 3 grands thèmes. Tout d'abord, la préservation du climat et de la biodiversité. Ensuite, autour du service de repas qui sont bons au goût et pour la santé aussi. Et enfin, sur la prise en compte des équipes et des convives en tant que vrai moteur de ce plan. Donc, cette diapo, elle vous présente les objectifs les plus emblématiques, hein. Il y en a d'autres, mais voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, il prévoit à échéance 2027 une alimentation à 75% bio, et 50% de denrées issues d'exploitation dans un rayon de moins de 250 km autour de Paris pour relocaliser notre alimentation. 100% d'œufs bio, 100% de protéines animales bio ou labellisées selon des pratiques les plus exigeantes en termes de bien-être animal. Il proscrit en termes de santé les OGM, l'huile de palme, les nitrites ajoutés qu'on peut trouver dans certaines charcuteries. Il valorise le cuisiné maison, à la fois pour le goût, mais aussi pour réduire la pression des additifs, de l'huile de palme notamment aussi, dont on a parlé juste avant, ou des aliments ultra transformés de manière plus globale. Et enfin, il prévoit depuis 2023 2 repas végétariens par semaine. Et puis en 2025, le déploiement d'une alternative végétarienne quotidienne les autres jours. Alors, bienvenue. Donc, pour garantir cette durabilité, on s'appuie aussi sur des repères fiables, hein, connus par tous, définis selon des cahiers des charges précises qui nous garantissent un certain niveau de durabilité. Et donc, on fait appel à des labels. Donc, les labels retenus pour notre plan sont le label agriculture biologique, qui propose le plus de garanties environnementales. On a aussi le label rouge, hein, qui lui aussi propose des garanties en termes de qualité produit. On a des labels liés à la pêche durable. Et puis, nous avons également intégré tous les labels du commerce équitable, qui apportent à la fois des garanties sociales pour une juste rémunération des producteurs et aussi des garanties environnementales et puis de santé pour ces producteurs, sachant que ces labels équitables concernaient historiquement plutôt les produits exotiques tels que le chocolat, les fruits exotiques, le sucre de canne, mais qui sont de plus en plus présents en France métropolitaine, voire localement. Ils se déclinent aussi selon les labels équitables. Alors, en ce qui concerne le bilan carbone de la restauration collective, je vous le disais en préambule, notre plan d'alimentation durable a pour vocation, entre autres, de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de la restauration collective parisienne, donc qui a un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. En 2007, lors du premier plan climat, la restauration représentait environ 20% des émissions de la ville. Et la viande, en particulier la viande bovine, est l'un des aliments les plus carbonés, et ce pour 3 raisons. La quantité d'aliments nécessaires pour nourrir les animaux d'élevage, le recours à de nombreux engrais azotés, qui sont émetteurs de protoxyde d'azote, qui est un gaz émetteur à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2, et aussi du fait de la digestion des bovins qui génère du méthane, qui est lui aussi un gaz 28 fois plus impactant que le CO2. Donc, en végétalisant les menus, on réduit fortement l'empreinte carbone. Si on peut juste rester un tout petit peu sur la diapo précédente, même précédente. Voilà, merci. Donc, en végétalisant les menus, on réduit fortement l'empreinte carbone des repas. Donc, depuis 2010, on mesure à intervalles réguliers le bilan carbone de cette restauration collective. Et donc, depuis 2010, on voit qu'on a baissé déjà de 11% notre bilan. Sachant qu'on a commencé progressivement à végétaliser l'assiette, mais que vraiment les 2 repas végétariens et l'alternative
ont vraiment été déployés de manière massive après 2022. Donc, ce qui veut dire qu'on va encore bénéficier de ces efforts-là et que notre bilan sera bien meilleur lors de nos prochaines mesures. Alors, au-delà de la végétalisation de l'assiette, il y a d'autres leviers pour réduire notre bilan carbone et notamment la relocalisation de nos approvisionnements et l'usage de produits de saison, ainsi que la réduction du gaspillage alimentaire. Donc pour revenir à la part carnée de l'alimentation, hein, au-delà du climat, on peut noter d'autres bienfaits systémiques. Donc déjà, on a des bénéfices, moins de viande, sont plus de terres disponibles, par exemple pour la faune sauvage, et entre autres, ça limite le risque de déforestation, puisque la déforestation, souvent, est faite pour pouvoir produire des céréales ou d'autres aliments dans les pays tiers pour pouvoir nourrir nos animaux. Moins de viande, ce sont aussi moins de maladies, que ce soit pour nous hein, ou pour les animaux que l'on élève, hein, ou moins de risques de maladies, notamment d'épisodes aussi, qui pourraient se développer quand on élève des animaux dans des concentrations très importantes. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la viande et le poisson sont des denrées excessivement chères hein, et que quand on en sert moins, on récupère du pouvoir d'achat pour justement en acheter de la meilleure. Ce qui me permet de clôturer ma présentation par quelques exemples justement pour rentrer dans le bien-être, dans le détail du bien-être animal, hein, ce que l'on peut faire en réduisant la consommation de viande. On peut privilégier des élevages beaucoup plus respectueux qui vont permettre aux animaux d'avoir un accès au plein air, d'évoluer dans un environnement qui est adapté. Hein. Par exemple, là, on voit des porcs hein, qui sont élevés sur paille, ce qui est loin d'être le cas de la majorité des élevages de porcs, même en France. On va aussi pouvoir privilégier des élevages qui ne font pas subir de mutilation aux animaux, qui prennent en charge la douleur, notamment par exemple quand on écorne des bovins pour éviter d'avoir des accidents. Voilà, certains élevages ne le font pas en prenant en compte la douleur des animaux. On peut recourir à des élevages qui ont des densités raisonnables, hein, donc c'est là qu'on parle d'élevage extensif, au contraire d'élevage intensif, sans stérilisation forcée. On peut également parler de sélection de races rustiques hein, qui seront moins sujettes aux problèmes de santé par rapport à d'autres élevages de volailles, par exemple, où on va appeler ce qu'on appelle des turbo-poulets. Donc, c'est des sélections génétiques de poulets qui grossissent et grandissent en un temps record et qui subissent des problèmes de santé bien avant leur consommation. Voilà, ce sont des pratiques qui devraient être la norme et que la ville encourage par ce PAD. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Muriel. Je vais laisser la parole désormais à Laure Sapmaz. Bonsoir à tous. Je travaille pour la restauration scolaire de la ville de Paris et je suis responsable qualité. Et je vais aborder la question du bon pour la santé et de l'aspect nutritionnel des menus et du cadre dans lequel on se positionne dans la restauration scolaire parisienne et de façon plus large dans la restauration scolaire. Alors, Muriel a détaillé l'aspect environnemental avec beaucoup d'exemples. Parfois, on a tendance à se dire, oui, c'est bien pour l'environnement, mais qu'est-ce qu'il en est pour la santé? En réalité, tout est lié. C'est peut-être un premier point de départ important. On parle de plus en plus de cette notion de une seule santé, parce qu'en réalité, le fait de se préoccuper de la santé environnementale et de veiller à limiter l'impact sur l'environnement, eh bien, va bien sûr être favorable pour la santé humaine, la santé animale, et tout est intrinsèquement lié. On ne peut pas travailler en silo et se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie nutritionnelle, sans prendre en compte la partie environnementale ou la santé de l'animal. On l'a déjà fait dans le passé et on en a eu des conséquences. Tout à l'heure, Muriel citait la vache folle, par exemple. Hein. C'est aussi une des conséquences d'une préoccupation moindre, peut-être, à une époque, de la santé animale et des conséquences que ça pouvait avoir sur la santé humaine. Et on a de plus en plus, aujourd'hui, ce lien et ces corrélations sont de plus en plus évidents.
Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur la définition de l'alimentation durable. Et d'ailleurs, dans la définition même, quand on le regarde, et tout à l'heure Muriel l'a montré, hein, il y a aussi la notion du nutritionnel, hein, puisqu'ici, on a bien sûr la partie environnementale, on a le nutritionnellement sûr et sain. Et c'est sur cet aspect-là qu'on va regarder ce que disent aujourd'hui les recommandations nationales. Alors, en France, on a sans doute quelque chose que vous connaissez, à savoir le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. On a des affiches un peu partout. Les slogans les plus connus, c'est manger moins gras, moins salé, moins sucré, ou manger 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est des notions qu'on entend souvent. Et c'est basé sur un plan national qu'on appelle PNNS, Plan National Nutrition Santé. Vous pouvez trouver, et c'est mis à jour régulièrement, enfin à peu près tous les 4 ans, grosso modo, sur un site qui s'appelle mangerbouger.fr. Alors, que dit aujourd'hui le PNNS et quelles sont les projections pour les années à venir concernant justement la consommation de viande et de poisson, par exemple? Alors, de plus en plus, et c'est tout naturel par rapport à ce que je vous expliquais juste avant sur la notion d'une seule santé, eh bien, c'est lié. Et donc, aujourd'hui, on est obligé, et c'est tout naturel, de prendre en compte à la fois la santé, l'impact sur la santé de notre alimentation, mais aussi sur l'environnement. Et donc, sur le plan entre 2021 et 2025, hein, qui est en train de se terminer actuellement, il était déjà précisé qu'il fallait limiter idéalement la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine. Et quand dans viande rouge, il précisait porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abat, et aussi de limiter la consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine. Ça, c'est déjà des notions qui ont été largement véhiculées depuis 2021. Ce qui était précisé, c'était de privilégier plutôt la viande et favoriser les protéines végétales et les légumineuses. Les légumineuses sont donc les légumes secs. Dans le prochain PNNS, le Haut Conseil de la santé publique, puisque c'est eux qui, en fait, c'est des scientifiques qui nous donnent la ligne de conduite pour le prochain plan, ils ont déjà, d'ores et déjà, évoqué le fait de revoir encore à la baisse ces seuils. Donc, revoir à la baisse les seuils, ça veut dire concrètement de réduire la consommation de viande en général, et y compris la volaille cette fois. Donc, on rajoute aussi, pas seulement la viande rouge, mais aussi la viande blanche. Donc, ne pas consommer plus de 450 grammes de viande par semaine, tout compris. Donc, on réduit le grammage et on y intègre la volaille, hein, c'est en tout cas les recommandations pour le prochain PNNS, et on réinsiste sur l'importance de consommer des légumes secs quotidiennement, ce qui est assez nouveau aussi, puisqu'avant on disait au moins 2 fois par semaine, et là, en tout cas, la préconisation du Haut Conseil de la santé publique, c'est d'aller sur une consommation quotidienne de légumes secs, et en insistant aussi sur l'importance des fruits à coque, idéalement non salés, hein. On reste encore sur cette notion de pas gras, pas salé et pas sucré. Donc, globalement, il y a une convergence entre les recommandations pour la santé environnementale et les recommandations pour la santé humaine en France, où effectivement, on demande à aller davantage vers une alimentation plus végétale. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de protéines animales, protéines végétales, j'en reparlerai dans un second temps. Donc, de plus en plus, on doit végétaliser nos assiettes. Ça ne veut pas dire de manger que végétal, hein. On doit revoir un peu nos proportions. Actuellement, notre équilibre, hein, quand on parle de nos protéines alimentaires, on est sur un ratio où on a beaucoup plus, on a 2 tiers de protéines animales, hein, grosso modo, et 1 tiers de protéines végétales. L'objectif, c'est progressivement d'augmenter la part de protéines végétales et donc d'aliments sources, de sources végétales versus les aliments d'origine animale. C'est l'objectif, en tout cas, vers lequel on doit tendre d'un point de vue environnemental, du point de vue de la santé humaine, mais aussi du point de vue de la santé animale. Alors actuellement, donc, dans la restauration scolaire en général, et pas spécifiquement qu'à Paris, il y a déjà une réglementation et un cadre réglementaire qui fixe des règles. Il y a un cadre réglementaire qui date de 2011, hein, qu'on appelle l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Celui-ci est en cours de réécriture et de mise à jour, mais dans celui-ci, il est indiqué, et jusqu'alors il s'applique, il est précisé que, grosso modo et en moyenne, on a une fréquence d'apparition du poisson d'à peu près 1 fois par semaine dans nos menus et une fréquence d'apparition des viandes rouges 1 fois par semaine. C'est là-dessus qu'on est parti, hein, depuis 2011 dans les repas servis au sein des écoles. À cela s'est ajouté plus récemment, depuis 2018, il y a eu les États généraux de l'alimentation, il y a une loi qu'on appelle la loi Egalim ou la loi climat et résilience qui est venue compléter cette première loi, où il nous a été demandé, et ça a fait beaucoup de bruit, hein, vous avez sans doute entendu dans les médias parler du fait d'avoir dans toutes les cantines en France un repas végétarien par semaine. Donc c'est quelque chose qui s'est imposé à l'échelle nationale depuis maintenant plusieurs années. Puis,
a été précisé dans ces lois successives, une obligation, le fait de diversifier nos sources de protéines, ce qu'on appelle un plan pluriannuel de diversification de sources de protéines. Donc c'est précisément ce que je vous évoquais, à savoir essayer de rééquilibrer un peu la balance entre nos aliments d'origine végétale versus nos aliments d'origine animale. Donc réduire la partie animale pour augmenter la partie végétale. Sur cette question-là, et en particulier dans la restauration scolaire, beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la question et il y a deux grandes études qui ont fait beaucoup de bruit pour la restauration scolaire puisqu'ils ont analysé de façon extrêmement détaillée énormément de menus servis dans beaucoup de collectivités à l'échelle nationale. L'objectif est aujourd'hui maintenant pour nous tous de trouver finalement l'équilibre, le menu idéal en restauration scolaire pour relever ce double défi nutritionnel environnemental. Il y a donc cette première étude que je vous cite ici, qui conclut que l'augmentation de la fréquence des repas végétariens, donc plats à base de produits laitiers ou de recettes végétaliennes avec des sources uniquement végétales, au-delà d'une fois par semaine, donc par rapport à la loi Egalim, semble être une bonne stratégie pour relever le double défi de maintenir une bonne qualité nutritionnelle et de réduire l'impact carbone de la restauration scolaire. Donc, précisément, c'est ce que nous avons mis en application à la ville, puisqu'on est passé à 2 repas végétariens à la ville de Paris, puisque ça semblait être une stratégie intéressante d'aller un peu au-delà de ce que proposait la loi Egalim. D'ailleurs, la loi Egalim disait au moins une fois par semaine. Donc, ce n'était pas forcément qu'un seul repas hebdomadaire. Et puis cette deuxième étude, qui a été un petit peu plus loin, voulait tester un peu jusqu'où on pouvait aller pour avoir le meilleur équilibre. Alors la recommandation était dans cette deuxième étude de passer progressivement à 3 repas végétariens par semaine dans les cantines scolaires, en évoquant finalement qu'au-delà de ces 3 repas végés, le poisson et la viande blanche dans les 2 autres repas pouvaient concilier finalement une bonne nutrition et le respect de l'environnement. Donc ces 2 études ont été particulièrement intéressantes pour nous. Mais on voulait en savoir plus et on a questionné en se disant, bon, finalement, 2, 3 repas végétariens. Est-ce que si un enfant mangeait quotidiennement végétarien, qu'est-ce qu'en pense l'ANSES? L'ANSES, c'est notre autorité scientifique qui se prononce, qui fait des études, qui vérifie un certain nombre de données et qui nous donne des indications. Actuellement, il y a un conseil, national de la restauration collective qui réunit plein de parties prenantes qui sont plus ou moins des experts, soit de nutritionnistes, soit des experts de différentes filières françaises, qui ont questionné l'ANSES, donc notre autorité scientifique, pour savoir s'il existait une limite max, à savoir si on pouvait dépasser 3, qu'est-ce que ça donnerait, si on passait à 4, si on passait à 5, quelles seraient les conséquences nutritionnelles, est-ce qu'on dégraderait ou pas la qualité nutritionnelle finalement des repas servis en cantine scolaire? Alors la réponse date donc de 2021, ça remonte à quelques années maintenant. La conclusion, c'était que l'augmentation du nombre de menus sans viande et donc sans poisson ne modifie pas le niveau de satisfaction globale des apports en nutriments au regard de l'atteinte des références nutritionnelles. Donc, ils ont conclu en disant qu'il n'est pas pertinent de proposer de ce fait une fréquence maximale de menus sans viande ni poisson. Donc effectivement, c'est vraiment l'autorité sur laquelle on se base pour savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. L'idée, c'est évidemment pas de s'aventurer tout seul et tester des choses avec les enfants dans la restauration scolaire. Et on a été un peu au-delà encore de cette réponse de l'ANSES, puisque à Paris, nous avons mené une étude nutritionnelle sur nos menus, sur les menus de plusieurs arrondissements, où on a vérifié et on a fait des projections nutritionnelles sur donc les 2 repas végétariens que l'on a aujourd'hui sur l'ensemble du territoire parisien, donc puisque toutes les caisses des écoles proposent sur tous les arrondissements 2 repas végétariens hebdomadaires. Et avec cette nouvelle option végétarienne quotidienne, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc on a fait l'étude nutritionnelle et une projection sur 3 repas végés, 4 repas végés, 5 repas végétariens par semaine pour évaluer la qualité nutritionnelle, pas de façon générale sur la restauration scolaire, mais plus spécifiquement sur nos menus dans nos écoles à Paris. Alors là, vous avez un petit graphique assez simple en réalité, où vous voyez élémentaire. Cette étude, on l'a réalisée pour des menus en maternelle, donc avec les grammages et les assiettes et les plateaux repas des maternelles. On l'a fait également pour les élémentaires et également pour les collégiens.
Là, je vous ai juste montré celui de l'élémentaire parce que c'est exactement les mêmes courbes que l'on voit apparaître sur ces 3 tranches d'âge. Donc là, vous avez plusieurs cycles de menus qui ont été testés. Donc c'est pour ça que vous avez 3 couleurs différentes. C'est des cycles de menus qui sont différents. Et dans tous les cas de figure, sur l'ensemble de ces différents cycles de menus, on a un indicateur utilisé donc par les scientifiques qui ont fait cette analyse extrêmement précise, puisqu'il ne suffisait pas juste de vérifier les apports en protéines, en lipides ou en glucides, hein, qui sont un peu importants, mais qui sont un peu réducteurs. On voulait vérifier sur l'ensemble des nutriments, donc toutes les vitamines, tous les minéraux, sur les fibres présents sur ces repas. Et donc, les scientifiques qui ont travaillé sur ce projet-là ont un indicateur qu'ils appellent l'indicateur MAR pour voir l'adéquation nutritionnelle moyenne donc de 23 nutriments. Donc, ils ont évalué sur les protéines, les fibres, acides gras, notamment les oméga 3, hein, qui sont particulièrement importants, vitamines et minéraux essentiels, et voilà. Et donc, on voit bien ici sur ce diagramme qu'on a un ratio pour le repas du déjeuner uniquement qui est à peu près 50%, voire plus de 50% comme indicateur MAR. Ça veut dire que finalement, nos déjeuners contribue à apporter au moins 50% de l'ensemble des 23 nutriments comme étant globalement notre référence nutritionnelle. Donc, c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos menus servis globalement dans les repas scolaires sont assez qualitatifs d'un point de vue nutritionnel et il n'y a pas de problématique nutritionnelle qui apparaît ici dans l'ensemble de nos menus avec cette projection donc sur plusieurs repas végétariens. Donc, ça a été un peu tronqué, mais les différents points que vous avez, donc le premier point tout à gauche et les points successifs, c'est avec l'augmentation de la fréquence végétarienne. Donc, j'ai un peu tronqué, pardon, je vous enverrai la version peut-être plus complète avec la partie basse, mais donc l'idée c'était de voir ce que ça donnait. Alors on voit effectivement sur certains nutriments une amélioration, c'est le cas pour les fibres, c'est le cas pour le calcium, c'est le cas pour la vitamine B9. On voit qu'en augmentant la part de VG, eh bien il y a certains nutriments pour lesquels on voit une augmentation, une amélioration, et on voit pour les aliments qui sont plus riches, les aliments d'origine animale qui sont plus riches en fer, en oméga 3 particuliers, comme on peut le voir ici sur les poissons, ou le zinc, eh bien, c'est des nutriments effectivement qui baissent quand on regarde les courbes. Donc, il y en a qui augmentent, il y en a qui baissent, mais si on regarde globalement l'adéquation nutritionnelle, on voit que dans tous les cas, on est bien supérieur à nos attentes, puisque finalement, en réalité, à partir du moment où on dépasse les 40% pour un seul repas, on est déjà très largement de bonne qualité nutritionnelle. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions, mais Pas encore. pas encore. Bon, bah, j'ai terminé pour ma part la présentation. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Laure et Muriel pour ces présentations. Avec Christelle, on va vous présenter comment nous avons testé l'alternative végétarienne dans les collèges et écoles du 10e arrondissement. Mais avant de vous présenter ce que ça a donné dans le 10e, on souhaitait vous replacer un peu le contexte, et Madame Lamère l'a fait aussi en introduction. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même 5050 repas servis par jour en 2024. Madame Lamère le disait, on a plus de 85% de produits issus de l'alimentation durable. Et ça représente 71,5% de produits issus de l'agriculture biologique. Pour ce faire, on a 19 centres de cuisson, donc ça veut dire des cuisines sur place dans les écoles, et on a 6 cuisines satellites en liaison chaude. Donc, toutes nos préparations sont faites le matin même. C'est du fait maison. Donc, quand vos enfants vous indiquent avoir mangé, par exemple, des lasagnes, ce sont des lasagnes qui ont été préparées par l'ensemble de notre personnel. Ça représente environ 150 agents qui travaillent quotidiennement pour faire ces repas pour vos enfants. Et tous les menus que nous proposons sont bien évidemment coélaborés et validés par notre diététicienne qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir et je l'en excuse, mais elle était retenue pour des raisons professionnelles. Vous l'avez compris, la structure des menus actuels, donc quand il n'y a pas l'alternative végétarienne, c'est 2 menus végétariens hebdomadaires. On a un jour fixe et un jour variable. On a 2 menus qui comprennent de la viande et un menu qui comprend du poisson.
Et lorsque on propose l'alternative végétarienne, donc on a déployé pour la première fois le 6 novembre 2023, on a fait une expérimentation dans les 5 collèges de l'arrondissement. On avait donc toujours ces 2 menus végétariens hebdomadaires et 3 menus qui comprenaient le choix entre soit un plat à base de viande ou de poisson et un plat végétarien. Face au succès de ce premier test, nous avons déployé cette alternative végétarienne dans 3 autres écoles, cette fois-ci écoles élémentaires, donc à Neisenman, Marseille et l'école Lafayette. De la même manière, on a eu des retours très, très positifs. Et récemment, il y a quelques jours, nous avons testé pour les maternelles cette fois-ci à l'école Parmentier. Le 25 et 26 septembre 2025, nous avons donc testé l'alternative végétarienne en direction des maternelles. Et puis, nous sommes allés voir aussi nos collègues dans le 14e et dans le 11e arrondissement qui avaient un peu plus d'expérience que nous sur le sujet. Toutes ces tests et ces expérimentations ont été menées bien évidemment en lien avec les animateurs du périscolaire, donc il y a des réunions d'information qui ont été organisées préalablement dans les établissements. On a accompagné les enfants dans les réfectoires en menant des actions de sensibilisation, notamment Christelle Soriano qui est à côté de moi a mené l'ensemble de ces actions. Et on a bien évidemment, comme le disait Madame la maire, formé notre personnel à l'élaboration de recettes végétariennes. On a la chance d'avoir j'accepte une personne, d'avoir un conseiller culinaire au sein de la Caisse des écoles du 10e arrondissement qui nous accompagne sur ce déploiement. Et donc, on propose, à partir du retour des vacances de la Toussaint, de pouvoir généraliser cette expérimentation et de la déployer aux 32 établissements pour lesquels nous cuisinons tous les jours. On va donner un exemple de menu. En ce moment, c'est la semaine du goût. Et donc, par exemple, si on prend le menu de demain, vous voyez, on l'a entouré pour que ce soit plus lisible pour vous. Il y aura un sauté de bœuf label rouge qui sera proposé à vos enfants avec des pommes de terre vapeur persillées. Donc, les pommes de terre vapeur persillées, il y en aura pour bien évidemment tout le monde. Et si les enfants le souhaitent, ils pourront prendre l'omelette s'ils veulent prendre l'option végétarienne. Il est important d'avoir en tête que l'alternative végétarienne, c'est donc le choix, vous l'avez compris, entre le plat végétarien ou le plat à base de poisson ou de viande. Et ce choix est conditionné d'une part à la disponibilité des plats, c'est-à-dire que pour le coup, nous, on ne fait pas une double production. Donc, on cuisine pour le nombre de personnes qui se sont inscrits, aussi bien les enfants que les adultes. Et si nous n'avons plus, par exemple, de plats, et là, c'était le sauté, je vais prendre cet exemple-là, du coup, il restera l'omelette et inversement. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. En cas de rupture, les enfants n'auront plus le choix. Auront un plat unique qui sera du coup proposé. L'autre point sur lequel je souhaitais insister, on vous a mis un extrait du guide pratique de la ville de Paris, laïcité et neutralité, qui est destiné aux agents. Les parents peuvent bien évidemment donner les consignes aux enfants afin de leur transmettre leurs souhaits. Mais face à l'assiette, l'enfant peut décider autrement. Voilà, parce que on a eu déjà cette expérience lorsque vous proposez aux enfants des nuggets poulet. Celles et ceux qui ne mangent pas de viande, ce jour-là, ont envie de goûter le nuggets de poulet. Et c'est vraiment important de pouvoir respecter le choix des enfants. C'est notre rôle de les accompagner et cet accompagnement se fait jusqu'au choix dans l'assiette.
aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on a une répartition entre les plats à base de poisson ou de viande et des plats végétariens. Vous voyez à la droite de l'écran le pourcentage. Donc là, c'est par exemple, si je prends le collège Valmy, nous avons produit 30% de repas végétariens, de plats végétariens. Et ça veut dire que du coup, il y avait 70% de plats soit à base de viande ou de poisson. Et vous voyez qu'il y a des évolutions dans ces pourcentages. C'est tout simplement que nous avons pris la température auprès des enfants et de notre personnel de cuisine pour savoir si justement il y avait des ruptures ou pas de tel ou tel plat, et ce qui nous permet de pouvoir faire évoluer ce pourcentage. On fera exactement la même chose à partir du déploiement le 3 novembre de l'alternative végétarienne dans les 32 établissements. Fin décembre, avant les vacances de Noël, nous allons faire un sondage auprès de nos personnels pour savoir si le pourcentage que l'on propose, à savoir 80% de viande et 20, enfin, viande au poisson et 20% de plats végétariens, si cette répartition convient bien aux besoins des convives. Et donc, nous adapterons au retour, donc c'est au mois de février, nous adapterons ce pourcentage pour être au plus près du choix des enfants. Et je laisse la parole à Christelle. Merci Virginie. Donc, il nous a semblé très important d'évaluer la satisfaction des convives concernant cette alternative végétarienne. On constate que les enfants sont les collégiens. Donc, on a mené une enquête dans un premier temps dans les collèges, en sortie de réfectoire, où tous les enfants ont pu s'exprimer sur leur satisfaction au niveau de cette alternative. On constate donc que les enfants sont plutôt satisfaits, entre 41 et 53% par ce choix qui leur est proposé. Un certain nombre d'enfants n'a pas d'avis sur la question, et on constate néanmoins qu'il y a quand même certains enfants qui ne sont pas satisfaits. 23% notamment au collège Valmy. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de comprendre pourquoi les enfants n'étaient pas satisfaits. Alors, ce qui est revenu le plus souvent, c'était le manque de variété des menus, les boulettes qui étaient servies un peu trop fréquemment, et aussi les enfants qui avaient peut-être un peu de résistance par rapport à cette alternative et qui précisaient qu'ils voulaient de la viande et à chaque repas de la viande. On a un cas qui est un petit peu à part, qui est le collège Grand Jobel, où vous voyez que la satisfaction dépasse le nombre d'enfants non satisfaits dépasse le nombre d'enfants satisfaits. Nous avions eu un petit souci de fléchage dans l'alternative végétarienne qui a été complètement résolu par la suite. Une enquête a été réalisée à l'école Annette Zeidman qui montre que un petit peu plus de 67% des élémentaires sont satisfaits d'avoir le choix. Voilà, comment accompagner le choix de l'enfant? Comme l'a expliqué Virginie, l'enfant est maître de son choix. Il va choisir en fonction de son envie du moment, de son appétence, de l'aspect visuel peut-être aussi de ce qui lui est proposé. Donc, ce que nous avons mis en place et ce que nous allons déployer à partir du 3, c'est un double plateau témoin à hauteur d'enfant pour que celui-ci puisse voir l'intégralité de son menu, de son plateau, et puisse voir les deux choix qui lui sont proposés, donc le plat végétarien et le plat à base de poisson ou de viande. Lorsque cela est possible, ces plateaux vont être mis dans la vitrine froide, c'est-à-dire l'endroit où l'enfant va choisir son entrée, son laitage et son dessert. Et dans d'autres situations, ce sera, comme la photo que vous avez au milieu, des petites assiettes qui seront près de l'endroit où le personnel sert le plat chaud. Et c'est notamment adapté aux maternelles qui vont pouvoir pointer du doigt en disant « Tiens, je veux celui-ci » ou « Je préfère l'autre ». Donc, ça permet vraiment à l'enfant de savoir ce qu'il va choisir. Concernant les maternelles, les écoles maternelles, nous allons mettre en place un double plateau
de la même manière, mais dans le réfectoire, et les enfants qui viennent s'installer pour déjeuner vont passer devant les plateaux et pouvoir se rendre compte du choix qui va leur être proposé. Et ce plateau témoin va également permettre aux adultes d'accompagner les enfants dans leur choix, puisque c'est les adultes qui servent les enfants en maternelle. Donc, comme nous l'avons vu, certains collégiens se relevaient le manque de variété de certains menus. Donc, avec le conseiller culinaire de la Caisse des écoles, un grand travail a été fait sur les recettes végétariennes pour les déployer et en créer de nouvelles. Et donc, c'est 36 nouvelles recettes qui ont vu le jour en 2025. Donc là, vous avez quelques exemples, mac and cheese au chou-fleur, de colombo de potimarron et de pois chiches, et d'autres propositions. Il nous a semblé également important de proposer aux enfants des propositions équivalentes, c'est-à-dire un visuel assez similaire, comme pour des parmentiers, pour le chili, qui peut être chili con carne ou chili sin carne. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va être progressivement étendu. Et là, vous voyez des photos qui sont extraites du compte Instagram de la Caisse des écoles. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez chaque jour en story retrouver le menu et le plateau qui est servi à votre enfant. Donc ça vous permet aussi, vous, parents, d'avoir voilà, un accès visuel à ce qui a été servi aux enfants. Alors, pour poser des questions sur cette alternative, pour partager les retours de vos enfants, il y a la commission des menus qui va se dérouler le mardi 18 novembre. La commission des menus est donc ouverte aux représentants des parents d'élèves qui vont certainement revenir vers vous pour demander quelles sont les questions et les points que vous souhaitez voir abordés en séance. Nous avons 3 commissions des menus par an. Et donc, c'est l'occasion de parler des menus passés, des menus à venir, des projets en cours et à venir, et d'échanger avec les élus, l'équipe de la Caisse des écoles, la diététicienne, ainsi qu'avec les adultes qui sont présents sur le temps de repas, soit au self, soit également en salle, donc les animateurs, animatrices. Je vais arrêter le partage d'écran pour que on puisse, et si vous souhaitez mettre vos caméras, on puisse répondre à vos questions. Je vois qu'il y a une question concernant un enfant qui est un déficit en G6 PD. Donc, si je ne me trompe pas, qui est lié à la fève. En fait, la difficulté que nous avons sur ce sujet, c'est que vous savez, il y a 14 allergènes qui sont obligatoires, donc qui doivent être, que nous signalons à chaque fois que nous mettons nos menus en ligne. Donc, ces allergènes, vous pouvez bien évidemment les consulter sur les menus qui sont affichés sur notre site Internet. Et en l'occurrence, la fève ne fait pas partie de ces allergènes obligatoires. Jusqu'à maintenant, il est vrai que dans les menus que nous préparons, donc comme je le disais, ce sont des repas que nous faisons nous-mêmes. On pouvait jusqu'à maintenant indiquer lorsqu'il y avait de la fève qui était présente. Avec le développement de l'alternative végétarienne, on va avoir de temps en temps, même si ce n'est pas une volonté d'y avoir recours de manière systématique, bien évidemment, mais à des produits qui seront transformés. Alors, on va faire en sorte que ce soit des produits qui soient peu transformés. Mais par exemple, quand on sert des nuggets de poulet, ce sont des produits transformés. Ce ne sont pas nos responsables de centre de cuisson qui font elles-mêmes ces nuggets. Vous imaginez que ce serait beaucoup trop, ça mettrait beaucoup trop de temps. Et donc, dans ces produits qui seront transformés, même s'ils le sont peu, on ne pourra pas garantir la non-présence de fèves. Et c'est pour ça que, du coup, nous renvoyons les parents vers le médecin scolaire afin qu'un PAI puisse être mis en place
afin de nous assurer la sécurité des enfants sur ce point. Je ne sais pas si, Laure, vous souhaitez compléter mon propos ou si vous avez le sentiment que j'ai répondu à la question. Non, mais en tout cas, ça me semble très clair et c'est vrai que c'est finalement quelque chose, donc le règlement INCO sur lequel se repose effectivement la Caisse des écoles, à savoir l'affichage obligatoire des 14 allergènes à déclaration, donc obligatoire, concerne l'ensemble des caisses des écoles et elles suivent toutes cette réglementation. Et le fait de tracer finalement d'autres aliments est d'une complexité assez importante, tant en lecture d'étiquetage, puisque du coup le fabricant n'a pas non plus la même obligation, donc il est assez difficile de suivre la traçabilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'échelle de la ville, en tout cas, les caisses des écoles n'arrivent pas à suivre, en tout cas ne peuvent pas indiquer de façon à sécuriser les enfants qui ont ce déficit en G6PD malheureusement, ce que disait de toute façon Virginie. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux présentations qui viennent d'être faites? Je vois qu'on a dépassé un peu l'heure. Un grand merci pour tous ces moments, mais surtout pour la mise en œuvre de ce projet tant attendu par les enfants végétariens. N'hésitez pas, voilà, s'il y a aussi des réactions positives et merci Madame Chanou. Madame Diarra, je vois que voilà, nous avons répondu avec Madame Sapmaz à votre question. Bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure dans la conversation, il sera possible de vous envoyer ce que nous avons enregistré. Donc, on pourra envoyer le lien aux représentants de parents d'élèves qui pourront eux-mêmes le diffuser. Par ailleurs, nous allons essayer avec Christelle, parce que c'est nous qui alimentons le site internet de la Caisse des écoles, nous allons essayer de le mettre en ligne, mais ça, on vous promet on n'est pas sûr d'y arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons essayer de le faire. Et de toutes les manières, on vous enverra le lien qui permettra de revisionner ce premier webinaire. Et il y en aura peut-être d'autres. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je remercie encore Muriel et Laure pour leur présentation très précise et vraiment de votre accompagnement pardon, tout au long. Et puis, je salue aussi l'équipe de la Caisse des écoles qui nous accompagne au quotidien. Un grand merci et puis peut-être qu'on se verra dans les cantines du 10e. En tout cas, je le souhaite. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Ah.